Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être présents. Je peux vous passer les slides. Déjà, dans un premier temps, je tiens à remercier les sponsors et les organisateurs de l'organisation de cet événement. Sans eux, on ne serait pas là. Merci aussi à vous tous aussi, parce que sans vous, ça serait moins intéressant également. Aujourd'hui, merci aussi à toutes les associations qui permettent également ce genre d'événement. On vient avec une session aujourd'hui sur la comparaison entre Microsoft Power Apps, alors même un peu plus que Power Apps, quelques autres outils autour de Power Apps et la Power Platform, et la solution équivalente chez Amazon, donc Honeycode, la solution Locon. On reviendra en détail après dessus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots à propos de nous. Donc, moi, je suis Loïc Simon. Je travaille chez Sogeti à Strasbourg, le pays de la choucroute et des bretzels. Je suis MVP Microsoft sur la partie Business App et j'accompagne donc nos clients sur toutes les problématiques autour de la Power Platform, que ce soit du delivery ou de la gouvernance. Et à côté de ça, j'aime beaucoup de choses aussi. J'aime voyager parce que ça permet de découvrir beaucoup d'horizons, comme j'aime découvrir aussi dans les nouvelles technologies. J'aime aussi beaucoup les plantes. Ça, c'est très important parce que ça apporte de la vie et ça apporte une croissance aussi que j'aime aussi retrouver dans le monde de la technologie, c'est développer les choses, développer mes compétences. Et j'aime le basket, je fais du basket. J'ai fait d'ailleurs des démos sur des solutions pour apps pour le basket, parce que j'aime beaucoup travailler en équipe, à la fois dans le sport et à la fois dans mon métier. C'était quelques mots à propos de moi. Je laisse maintenant la place à Tony. Alors moi, Tony Jariot, bonjour. Je suis passionné par les technologies, tout ce qui tourne autour du cloud. Je suis basé à Toulouse, chez Sogeti, dans une des entités Service Line, et pour lequel j'accompagne les clients dans tout ce qui est move to cloud, la consommation du cloud, quel que soit le cloud. Dans les passions, donc c'est toutes les technologies cloud, l'open source. Je suis tech lead GCP au sein de Sogeti, et je réalise plusieurs conférences, en tout cas par an, autour de différents sujets, open source ou ici pour partager des expériences autour du low-code. Je l'ai un peu traîné de force dans une conférence Microsoft. Donc pour l'agenda aujourd'hui, on va déjà faire une première présentation très rapide. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de fun, interactif. Donc on présente très rapidement en 2-3 mots. On ne va pas rentrer trop dans les détails de ce que sont les outils. Ce que c'est, juste pour situer un peu le contexte, vous montrer un peu comment on va comparer les outils. On a préparé un petit scénario. Donc on présente le scénario et puis après, on vous montre à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Et puis bien sûr, un petit bilan et annoncer le vainqueur. Donc, dans les présentations de l'outil, donc on va faire le comparatif. Donc, hop là, ici, entre Microsoft Power Apps et AWS Honeycode. Alors, je vais présenter. Je suis fervent défenseur de AWS Honeycode. C'est une solution qui est sortie récemment en 2020. Donc qui est tout jeune par rapport à d'autres solutions. C'est un hébergement, on va retrouver en mode SaaS, no code, où la plupart des API ou des plugins qu'on va devoir utiliser ou qu'on va pouvoir utiliser dans Honeycode, on va devoir utiliser des solutions tiers très souvent, ou sinon, mais on le verra dans l'exemple, on va pouvoir utiliser aussi la plateforme directement Amazon, donc la plateforme cloud Amazon. La solution permet de développer très rapidement des applications web et mobiles à destination des utilisateurs authentifiés au sein via l'annuaire de l'authentification de l'application, ou également l'annuaire proposé directement par Amazon. On en reparlera. Pour le moment, la solution est uniquement en bêta, présente sur la région US Oregon. Et sur le mode de licensing, on est sur un mode freemium. À partir du moment où on n'a pas plus de 10 000 enregistrements. 10 000 enregistrements, ça reste gratuit sur vos premiers usages. Donc, quel que soit le nombre d'applications déployées, c'est le même principe.
Pour la partie Power Apps, alors je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà vu plein de présentations sur ce qu'est la Power Platform et Power Apps, donc je vais aller très très vite. C'est du SaaS, c'est du Microsoft, ça applique, ça cible tous les publics, que ça soit du low-code, du pro-code ou même du first-code. Donc vraiment ceux qui veulent développer. Il y a quelques cas d'or ici sur la session, sur la conférence qui ont beaucoup développé avec du code dans la Power Platform. Pour ce que tu disais par rapport aux utilisateurs, c'est un gros focus sur les utilisateurs connectés. Je dis un focus parce que il y a des possibilités sur les utilisateurs externes, mais c'est pas le plus gros. Une des grosses forces, c'est que ça s'appuie forcément sur toute la stack Microsoft, que ça soit Office 365, Azure, Dynamics, Teams, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, la stack Microsoft. Et ça supporte tous les devices. On s'appuie sur les data centers de Microsoft, de Azure aussi, plus le licensing, qui est aussi un genre de freemium, sachant que Office 365 n'est jamais gratuit de base, quoi. Donc c'est gratuit, mais quand même un peu payant. Ok, donc pour la présentation, c'est tout bon. Donc maintenant, pour le scénario, on a imaginé de créer ce genre d'application. On est parti d'une application d'accueil de visiteurs qu'on va découper en 3 étapes. Première étape, réalisation de la base de données, la source de données, comment je vais enregistrer les informations pour enregistrer tout ce que l'utilisateur aura saisi. Ensuite, on va faire l'application pour faire la capture réellement. Donc la capture va se baser sur un certain nombre de champs, plus une photo. Et on va ensuite notifier la personne qui est visitée pour lui faire remarquer que la personne l'attend au lobby. Voilà. Donc c'est un use case assez simple, mais qui couvre déjà pas mal de briques assez sympas. On propose du coup qu'on passe directement au concret maintenant. Ouais. On commence par la partie. Tu veux commencer? Je t'en prie. Allez, je commence. Donc sur la partie, hop là, le bilan pas déjà, le cache. Avant de passer au bilan, on va commencer par une première présentation. Donc sur Honeycode, l'interface, donc l'interface web, vous avez juste besoin de créer votre identifiant. À partir de l'identifiant, Honeycode, on a la possibilité de créer 2 types d'applications, soit en mode guidé, ce qu'on va utiliser, en tout cas l'application que je vais utiliser, ou sinon c'est une application en mode wizard vraiment avancée sur laquelle vous allez pouvoir aller très très loin, en tout cas dans la configuration, qui est plus long en configuration, en tout cas peut-être moins fluent que d'autres solutions. Donc moi ce que j'ai choisi, c'est de partir sur une application custom, donc à partir des templates qui sont proposés directement par Honeycode. Et lorsqu'on va aller sur notre application, normalement ça marche, sur l'application, donc là on va retrouver par défaut, on arrive directement sur les différentes pages et formulaires qui sont proposés, en tout cas développés, que j'ai préparés en avance. Donc ça, c'est ton éditeur. C'est mon éditeur. En tout cas, c'est les pages, non, c'est la page. Sur mon éditeur, j'ai juste besoin d'aller sur Edit Screen. Et donc, sur la page d'édition, je vais retrouver mes différentes pages avec tous les formulaires qui sont proposés dans toutes les pages. Et je vais avoir la possibilité d'aller modifier ou de préparer la structure de mes données. Donc pour ça, pour aller préparer la structure de mes données, je vais cliquer sur Overview. Et dans Overview, on va retrouver une page où on retrouve toutes les pages de formulaire. On va retrouver toutes les correspondances entre les tables et les formulaires qui sont affichés avec un tout petit trait bleu. Et si on va sur notre page de la base de données de formulaire, qui, dans le cas de Honeycode, on va dire que ça ressemble très fortement à des fichiers Excel. Donc là, directement dans ton éditeur, tu définis tes tables, tu définis tes pages, tu définis tes vues, enfin, tu as tout au même endroit. Voilà. Au travers d'une même interface, effectivement, j'utilise une seule solution où je vais définir ici donc, toutes mes tables qui sont basées sur de l'Excel. D'ailleurs, toutes les formules sont très, très proches de l'Excel. Ça ne serait pas du PowerFX? Non? Non, je n'aurais pas osé. Très proche de l'Excel. Ce qui permet en tout cas la facilité de prise en main. Là où vous êtes fluent en Excel, j'ai aucun doute. Ici, c'est exactement le même principe.
Donc, on va rajouter dans notre formulaire, dans le cadre de la démonstration, on va rajouter la possibilité à l'utilisateur, en tout cas au visiteur, pardon, de rajouter son numéro de pièce d'identité. La sécurité, c'est important. C'est important. Alors, on va rajouter une entrée CNI. CNI. Dans ce nouveau champ que j'ai rajouté, je lui ai précisé que j'étais sur un champ de type plain text. On aurait pu choisir du contact, rajouter des images, un format image ou du checkbox. Et également, on a la possibilité de lier des colonnes à d'autres tables existantes dans ma base de données, en tout cas dans mon formulaire. Dans l'exemple ici, on propose à l'utilisateur, à un moment donné, de choisir si sa visite a été planifiée ou non planifiée. Et donc, pour ça, j'ai choisi de faire un link, en l'occurrence sur la table ici, Planned, qui est linké sur une autre table, la table de planification, dans laquelle je vais avoir un menu déroulant qui va s'afficher pour proposer à l'utilisateur si la réunion, en tout cas sa visite, était planifiée ou non. Donc ça, c'est ma partie là. Donc là, j'ai mon champ, j'ai ma table qui permet sur laquelle j'ai fait le link, qui permet d'indiquer si le visiteur pourra indiquer si sa réunion, donc sa visite était planifiée ou non planifiée. Donc, c'est les choix possibles pour ton champ planifié. Voilà. Et donc, ces choix possibles vont s'afficher si je retourne sur mon application. OK. Tu veux pas me laisser faire ma base de données avant? Allez, vas-y. Le temps que ça charge. Ok, donc on a vu chez toi comment ça fonctionnait. Moi, je vous propose de passer... Ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Moi, je vous propose de passer sur SharePoint. Alors, c'est pas Power Apps, d'accord? C'est pas Dataverse, d'accord? Mais je voulais pas faire trop d'ombre à Onecon. C'est pour ça. Non, donc, j'ai aussi déjà préparé... j'ai créé mon site SharePoint, bien sûr. J'ai déjà créé ma liste visite. J'ai créé quelques colonnes que vous voyez ici. On voit que l'interface est quand même beaucoup plus sexy déjà. Ensuite, je vais aussi rajouter ma colonne CNI. Donc, je vais aller ici, j'ajoute une colonne, simple text. C'est moi avec une seule main, par contre. Donc là, j'ai ma colonne CNI de champ texte aussi. On a vu un peu tous les types qui existaient, un peu comme tu les as également. Et pour la partie choice, ici, dans notre cas, on n'a que 2 choix qui, a priori, ne vont pas trop évoluer. Donc moi, je vais utiliser directement le type choice, en fait, pour savoir si c'est planifié ou non. Planifié ou non. Très bon. Je vais dire, le premier choix, c'est planifié. Faute de frappe. Et planifié. La couleur des valeurs, sinon. Et voilà. Alors, j'ai la possibilité aussi ici de dire est-ce que les valeurs sont obligatoires et quelles valeurs par défaut je vais vouloir utiliser. Et comment je veux rendre aussi le choix dans le visuel après. Alors là, on peut le mettre drop-down et radio button. Donc directement dans le formulaire de SharePoint, il va me l'adapter, mais il va aussi le récupérer côté Power Apps plus tard. Je vais laisser drop-down pour le moment. Voilà. Moi, j'ai fini ma côté. Déjà? Bah oui. C'était trop court? Non? Je suis peut-être passé par 2-3 écrans avant, effectivement. Ah. Toutefois, la simplicité, une fois que en tout cas, j'ai fait l'ajout, en tout cas, de ma colonne dans ma base de données, et que le site s'affiche. OK. Donc là, je vais aller sur ma page de formulaire. Sur mon formulaire, je vais avoir besoin de rajouter seulement l'entrée CNI qui nous est proposée, parce que c'est un nouveau champ qui est reconnu dans ma table, qui n'est pas mis à disposition dans ma page de formulaire. Donc, tu peux juste préciser rapidement comment tu as créé ce formulaire en quelques étapes que tu as pu utiliser avant? Pour créer le formulaire,
sur cette partie de l'application, sachant qu'Amazon Honeycode propose 2 types de création d'applications, soit en mode wizard, via un wizard, il nous propose directement de créer déjà de pré-créer une application à partir d'un template, ou sinon de créer le formulaire manuellement. Dans le cas présent, je suis parti d'un template proposé directement par Honeycode et que j'ai adapté juste pour les besoins de cette démonstration. Donc ça a été plutôt rapide. Plutôt rapide. Donc, à partir du moment où j'ai pu rajouter cette entrée CNI, je vais avoir la possibilité pour chacun de mes champs de pouvoir indiquer si ces champs sont obligatoires ou pas. En l'occurrence, ici, je vais choisir que CNI, ce n'est pas obligatoire. Tac. Donc, Mike Required, c'est bon. Sur la partie visite contact email, la personne qui est visitée, donc ce champ-là, je l'ai rendu obligatoire et automatiquement, il y a une petite étoile pour tous les champs obligatoires qui est affiché et qui oblige l'utilisateur à bien remplir tous ces champs avant de pouvoir valider son formulaire. Donc, j'ai la possibilité de changer l'ordre des champs, comme ça va être le cas, je crois aussi, sur Power Apps. Il me semble, ouais. Donc, je peux changer automatiquement l'ordre des champs. Voilà, c'est pas plus. Ah oui, également ce que j'ai rajouté, ce qu'on a rajouté, c'est une date automatique, donc la saisie d'une date automatique qui n'est pas modifiable, donc pour pouvoir enregistrer la date de visite de l'utilisateur afin de pouvoir la réutiliser peut-être pour faire des statistiques par ailleurs. Donc, si je. Donc, on fait la démo. Ouais, bah, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, effectivement. Donc, si on lance l'application, lorsqu'on lance l'application, donc là, on va retrouver sur la partie planifiée ou non planifiée. Il y a un bug à l'affichage, désolé. Normalement, on est censé avoir plan. Donc ça fait référence à la table que j'ai créée à côté, donc pour référencier donc, si la visite est planifiée ou non planifiée. Donc là, je vais avoir Loïc. Simon. Hop. C'est pas évident. Hein. Okay. Donc on va choisir Loïc Simon. À la différence de la démonstration, en tout cas proposée par Loïc, où l'utilisateur va pouvoir se prendre en photo via une caméra. Oh, tu fais du teasing. Tu m'as spoilé ma démo. Oups. Je vais poster moi ma photo. Alors, une photo. Voilà, ça c'est ma photo. Donc là. Donc là, je upload ma photo, la raison de ma visite. Test. Allez, on va faire une visite de test. On va saisir, en tout cas choisir la personne que l'on vient visiter. En l'occurrence, je viens voir Tony. Je vais choisir la salle de réunion, donc qui pareil est présente, en tout cas la liste des salles est présente dans une autre table à côté sur laquelle j'ai réalisé une jointure au préalable dans la colonne, dans une colonne meeting room. Je vais pouvoir, donc là je visualise le champ CNI qu'on a rajouté au préalable. C'est 3. Donc là, je vais pouvoir envoyer ma visite. Donc là, pour l'affichage, je vais faire un tri, par exemple, sur la date de visite. Et donc là, automatiquement, donc, la carte du visiteur est affichée, par exemple, pour la réception. Et d'ailleurs, on va voir comment on a pu faire un envoi de mail. Mais ça sera sur la partie automatisation qu'on verra juste après. Ouais. Du coup, moi, côté je recommence. Du coup, de mon côté Power Apps, je bascule sur mon éditeur. Alors là encore, je suis dans une Power Apps Canvas. J'ai déjà fait quelques
ajouté quelques composants, mais rien de bien compliqué. On est ici sur un label très simple. Ici, j'ai utilisé le composant caméra, comme Tony l'a spoilé juste avant. Donc, c'est un composant natif. J'ai absolument rien fait. J'ai juste dit je veux utiliser la caméra. Et j'ai fait un petit effet après avec un bouton et des variables pour tout simplement en fait capturer l'image qu'il y a dessus. Donc là, si je clique sur le bouton, hop, j'ai pris la photo. Vous voyez que là, je ne bouge plus. Donc c'est simplement, alors juste pour vous montrer un peu comment c'est fait, on le voit sur le côté, c'est simplement une image en fait qui est superposée par ma caméra. Et donc quand l'image elle est remplie, on ne voit plus la caméra. Et quand l'image est vide, on voit la caméra. Et du coup, si je clique sur l'image, je vide ma variable qui est GBL photo. Donc comme l'image est vide, on voit la caméra derrière, tout simplement. Donc c'est pour un peu de style. Et je vais rajouter mon formulaire. Alors moi, je vais le faire en live par contre. Tu veux dire que c'est plus rapide? Ouais, alors je ne voulais pas le dire, hein, mais en général, toute cette démo, toute cette application-là, je la fais en 15 minutes top chrono d'habitude. Donc là, j'ai ajouté mon formulaire et je vais dire quelle source de données je veux utiliser. Donc je vais reprendre, alors j'ai déjà fait la connexion avec ma liste SharePoint, hein, c'est le connecteur SharePoint out of the box, aucun développement. J'ai donné l'adresse URL de mon SharePoint, je sélectionne ma liste et automatiquement, le système va aller regarder quelle est la structure de ma table pour aller me générer les champs. Alors moi, par contre, les champs obligatoires ou pas obligatoires, je les définis aussi côté base de données. Comme ça, si quelqu'un d'autre veut les consommer, moi, mes données, elles sont validées. Et quelqu'un d'autre peut les consommer aussi, d'autres systèmes que l'app. Je ne sais pas si c'est possible sur Unicode. Ouais, mais de toute façon, on peut bien la contacter en API. Ouais. C'est pareil sur Unicode. On a la possibilité de contacter les bases de données ou toutes les tables directement en API. Je vous le montrerai juste après, lorsqu'on fera la partie automatisation. On entrera dans l'exemple. Je pense que les métiers seront ravis de faire des API pour aller chercher leurs données. Dans Unicode. Du coup, j'ai mon formulaire qui a été généré. Par contre, il faut que ça s'affiche quand je clique. Ça bug? A priori. Voilà, je vais passer sur une seule colonne. Exactement. Je vais modifier un peu mes champs. Alors là, j'ai certains champs qu'il a ajoutés, donc on revoit mon CI number. On voit qu'il ne m'a pas mis par contre mon choice de tout à l'heure. Donc je vais aller rechercher. Je vais aller chercher dans Add Field. Là, je vois tous les autres champs parce que SharePoint en plus m'en rajoute des champs système pour m'aider sur certaines choses. Un ID, qui a créé la ligne, quand est-ce qu'il a été créé, qui est-ce qui a modifié la dernière fois, ce genre de choses. Donc là, je l'ai appelé comment? Et j'ai pas refresh ma source. Tu l'as appelé CNI? Ouais, non, j'ai pas refresh ma source. Hein. Comme j'avais fait le lien avant. Okay. Voilà. Donc lui, hop, je l'ajoute. Donc là, j'ai mon CNI et normalement, j'ai aussi mon planifié ou non. Donc là, il me rajoute les champs et je vais ordonner un peu tout ça. Alors, le CNI, moi, je voudrais mettre après le visiteur mail. Le planifié ou non, je vais mettre après la sélection de la personne qui vient visiter, raison de visite. Je ne vise pas très bien. Planifié ou non ici, raison de faire visite ici, raison de faire visite. Moi, j'aimerais bien que ça soit du multitexte. Je vais simplement aller dire là, hop, c'est du multitexte. Alors, on ne le voit pas ici. Alors, voilà. Donc là, le champ raison de faire visite est devenu un peu plus large parce que c'est du multitexte. Donc là, voilà, j'ai mon formulaire qui est comme ça, qui est prêt. Et tu avais parlé d'une date tout à l'heure. Donc moi, je vais aller prendre ma date ici. Et je vais aller forcer. Donc il est caché en bas de l'écran. Je vais déjà le débloquer à une main, c'est vraiment pas pratique. Et je vais aller dire, dans tous les cas, je vais enlever tout ça qui fait un peu peur. Je donne la date de maintenant. Des pièges, tu mets des câbles. Et une fois que j'ai fait ça, ma visite date, je vais la cacher. Comme ça, je ne perturbe pas l'utilisateur. Hop, on ne la voit plus. Et ce que je vais faire aussi pour la photo, c'est qu'actuellement, là, vous avez vu que j'ai un champ attachment. Ici.
Et en fait, moi, je veux pareil, je veux utiliser le comportement d'attachment, mais je veux pas que l'utilisateur s'en occupe. Moi, je veux prendre la photo qui est dans la variable. Donc là, je vais devoir écrire un petit peu de choses. C'est un peu le même principe que ce que je viens de faire. Je vais prendre ma carte attachment. Et je vais déjà la déverrouiller pour dire je prends le contrôle. Je prends le contrôle. Donne-moi le contrôle. Non. Voilà. Voilà. Je prends le contrôle. Et pareil, je vais aller dans la partie update. Et là, je vais écrire un peu de choses. Alors, je pose le micro parce que j'ai un peu plus à écrire. Je vais dire comme mon ID. Merci. Mon ID, je vais lui mettre un numéro comme ceci. Je sais plus. Je vais dire que le name, c'est du pay. Et je vais dire que value, c'est ma variable. Voilà. OK, et donc c'était des points-virgules parce que tu es en français. Non, mais c'était pas des points-virgules, c'est voilà. Et après, je vais aller le cacher. Il faudrait que je voie, il y a encore des erreurs a priori, mais vu que voilà, c'est parti. En fait, comme c'est a priori avec le partage, ça ralentit un peu tout. Donc je tape trop vite pour le système et je le cache. Et à partir de là, je suis prêt à utiliser mon app. Alors, presque. Il faut que je soumette mon form quand même. Si je vais soumettre mon form. Là, pareil, une fois qu'il aura compris que j'ai tapé et que j'aurai tapé les bonnes formules, dernier petit détail, c'est une création. Donc, je mets mon formulaire en new et pas en edit. Et à partir de là, c'est une qui n'est pas obligatoire. On retrouve le même système d'étoiles de tout à l'heure. Planifié ou non. Alors, j'ai modifié les valeurs tout à l'heure parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais fait une faute de frappe. Planifié, en français, il n'y a pas de N. Et ici, la partie host est connectée à l'Active Directory. Donc ici, on voit que dans mon tenant, il y a moi et ma sœur, Oriane. Et je viens pour le PPFS. À partir de là, on enregistre. Et si tout se passe bien, on arrive. Moi, j'avais pris la photo avant. On voyait que c'était figé. Et si tout se passe bien ici, j'ai ma ligne qui est présente. Voilà. Mon appel est là, elle est belle. Et comment tu automatises tout ça? Parce qu'il faut bien informer l'utilisateur comme quoi tu viens le rencontrer et tu es arrivé sur site. Ouais. Pour ça, moi, je vais utiliser pour Automate, tant qu'à faire. Dans Port Platform, on reste dans le low-code. C'est un autre outil. C'est un autre outil, pas vraiment, c'est une autre brique de l'outil Power Platform. Du coup, je vais utiliser toujours mon connecteur SharePoint. Hein. Je vais aller lui dire, tu vas te déclencher quand il y a un nouvel item qui est créé dans ma liste. Toujours la même liste. Hein. Donc pareil, je lui donne ma liste, enfin l'URL de mon SharePoint. Quelle liste je veux surveiller. Je vais aller récupérer l'attachment. Il me reste combien de temps, Patrick?
30 minutes. 13 minutes. Large. On est large? Bon, je vais quand même. Ouais, ouais, mais avec demain. Je vais envoyer mon message dans Teams direct. Là, je vais aller chercher le connecteur Teams, parce que toujours on reste dans Office, hein. Et je vais aller poster un message. Post message dans le chat, enfin dans la personne que la personne vient visiter, en fait, tout simplement, pour le host. Je vais dire qui va poster le message. Est-ce que c'est le bot du flow ou est-ce que je peux le poster au nom de quelqu'un? Là, je vais utiliser le bot, très bien. Et je vais le poster dans un chat et pas dans un channel. À partir de là, en fait, très simple, le trigger qu'on a ici va simplement me renvoyer tous les éléments de la ligne SharePoint qui a été créée. Et donc, je vais pouvoir retrouver le nom et l'email du host, parce que j'ai une colonne host dans ma table SharePoint. Donc ici, dans la fenêtre dynamique, si je tape host, on voit que comme c'est une colonne personne, j'ai toutes les informations à propos de cette personne-là. Et moi, je vais utiliser l'email pour dire je vais lui envoyer un Teams sur son email et je vais mettre un petit message. Donc je pourrais le faire comme ça. Là, je vais tricher. C'est plus facile à une main de faire des copier-coller. Donc en fait, là, ce que je suis en train de montrer ici, c'est simplement que dans le message, il y aura la salutation qui prendra le nom du host, voilà, pour dire bonjour. Et ensuite, je vais dire que je vais prendre le nom du visiteur, je vais dire qu'il l'attend et je vais lui dire pourquoi. Et après, je pourrais rajouter bien sûr toutes les autres informations aussi que j'ai au niveau de la liste. Et la photo, et ainsi de suite. Pour les problématiques de temps, je vais le garder comme ça. Je sauvegarde. Et à partir de là, je repasse sur mon app. Alors, je vais juste faire ça. C'est pour en fait faire en sorte que je puisse enchaîner les demandes. À chaque fois que je vais revenir sur la page, mon form il va être de nouveau réinitialisé. Ça peut être bien par voilà. Donc, je change et je reviens. Voilà. Et donc là, voilà, je suis dans mon statut. Et donc voilà, je vais remettre. Voilà. Toujours pour le PPFS. Et je m'enregistre. Et à partir de là, je vais avoir l'exécution. Donc on va déjà sur la ligne sur 3 minutes. On voit que c'est l'exécution d'avant que j'avais faite, avant que je sauvegarde. Et là, déjà, je vérifie est-ce que ma ligne est bien là. Donc elle est bien là. Il y a un petit délai qu'il faut savoir par contre avec Power Automate et SharePoint, c'est qu'il peut y avoir quelques minutes qui se passent avant que le flow se déclenche pour trouver la connexion. Qui peut aller jusqu'à 5 minutes pour ceux qui veulent. Donc je te propose qu'en attendant, tu continues et on verra après que le message va arriver dans mon Teams ici. Ouais, moi, je vais te faire ça en 2 minutes. C'est parce que tu as déjà tout fait, non? Peut-être. Ah, effectivement. Ça me prendrait peut-être tout compris 15 minutes, mais vu que j'ai qu'une main pour, entre le micro et taper, je ne peux pas tout faire. Alors, dans le cadre dans le formulaire, dans le formulaire d'enregistrement pour ajouter un nouveau contact, si on va sur notre formulaire, on va retrouver sur la gauche déjà, lorsqu'on fait valider, dans quelle base la donnée va être enregistrée. Et ensuite, lorsque le champ bouton, on a un champ action, hop là, le champ action, il va permettre, en tout cas, on va pouvoir lui indiquer dans quel formulaire, en tout cas dans quelle page de retour, pardon, quelle page de retour, une fois qu'on aura validé,
quelle sera la page d'affiché. Donc, on a la possibilité de faire un cancel de façon standard. Et lorsqu'on veut rajouter, hop là, vu qu'il y a un tout petit peu moins de plugins dans Honeycode, on a la possibilité d'utiliser en standard donc, les API AWS, AppFlow d'AWS, certains webbooks, des webbooks externes, donc il n'y a aucun problème, on peut les utiliser. Et pour réaliser de l'envoi de mail vers un contact externe, j'ai fait le choix d'utiliser Zapier, qui fournit énormément de plugins. C'est un autre outil, non? Exceptionnellement, j'ai choisi, mais c'est pour montrer toutes les possibilités offertes par la solution. Les 800 possibilités d'intégration, c'est ça que tu es en train de dire? 800. Il n'y a pas 800 connecteurs. 1, 2, 3, 4. Un peu moins. Un peu moins. Toutefois, donc, sur Zapier, l'avantage, il offre énormément de connecteurs derrière. Finalement, c'est un intermédiaire qui permet de se connecter aussi bien à du Salesforce, du Gmail, du Slack, etc., du Teams, et dans notre use case, faire de l'envoi de mail. Et en l'occurrence, pour faire de l'envoi de mail, ce que j'ai fait, parce que j'ai préparé un tout petit peu effectivement en avance de phase la solution, en tout cas le scénario. Ce qui va se passer, c'est que Honeycode va envoyer en mode API sur Zapier toutes les données dans un formulaire JSON. Et donc pour ce faire, donc ce que l'on fait initialement, on va connecter un premier trigger en disant OK, connecte-toi à mon compte Honeycode sur mon scénario, sur mon workflow. Donc ça, c'est ce que j'ai réalisé sur cette première étape de trigger, qui va permettre de contrôler des ajouts sur ma table contact. Une fois qu'un ajout arrive sur ma table contact, on va arriver sur la partie envoi de mail, ce qui nous intéresse ici. Sachant que dans mon champ email, j'ai le nom du contact, point virgule, l'adresse email. Et donc ici, je vais utiliser une des fonctionnalités de Zapier pour pouvoir retrouver l'adresse email dans mon champ. Et à partir de cette adresse email, je vais l'utiliser pour réaliser l'envoi de mail par la suite. Tu parses le champ, en fait. Je parse le champ. Okay. Je parse le champ et pour ça, je vais utiliser la fonction d'extract de l'adresse email de mon champ visite contact email. Et une fois que ce champ a été identifié, je vais arriver dans la section. Donc, c'est toujours un plugin ici Zapier. J'aurais pu utiliser le plugin Gmail, j'aurais pu utiliser d'autres plugins qui permettent de réaliser de l'envoi de mail. Et sur ce plugin, on va ici spécifier. Alors, je vais passer en édition, c'est plus sympa. Donc, sur la partie édition, ici, je vais rentrer. Donc, je vais envoyer un mail avec le nom de la personne qui est visitée. Je vais ensuite, alors, si je choisis, voilà, je rentre ici, mais il faut que je descende un peu. Hop là. Donc, dans mon champ, on m'offre la possibilité de récupérer des données en input, en output, en provenance des données saisies de Honeycode. Donc, en l'occurrence ici, je vais retrouver l'ensemble de mes champs de mon formulaire, l'ensemble des champs qu'on avait utilisés précédemment du formulaire, et on va pouvoir également retrouver d'autres données, typiquement récupérer l'adresse email via l'extrait que j'ai pu faire via le transformer dans l'étape précédente, où je vais récupérer dans la phase, dans le champ d'output, je vais récupérer l'adresse email pour pouvoir le mettre dans le champ tout, pour qu'il puisse, que le destinataire puisse recevoir le mail. Donc ici, j'ai formaté un mail, donc je l'ai fait en avance de phase, un mail. Ça passe parce que j'ai fait un copier-coller aussi. Le copier-coller n'avait même pas passé là. Il n'avait pas passé. Je suis obligé de mettre les champs parce qu'il y a un ID derrière. Enfin, il y a une histoire d'ID. Et donc, une fois que tous les champs sont remplis, on fait continue. On a la possibilité de faire un test. Donc ça, on va passer l'étape. Et donc là, c'est fini pour pouvoir envoyer un mail. C'était pas long. Ça a dû prendre 2 minutes là. Ouais. Non, franchement, c'était pas long. C'était pas long. T'as mis combien de temps à le faire avant, par contre? 3
3 minutes, Allez, d'accord. tout mouillé, Ok, 3. ça marche. Donc, je vois juste le temps qui passe. Ouais, il nous reste 3 minutes, donc on va passer sur la conclusion. Voilà. Oui, il y a des choses que tu Vas-y, voulais... non, vas-y, conclusion. Ok. Sur le bilan, donc on vous a montré un peu ici un peu comment les deux outils se comportaient. Alors bien évidemment, on n'a pas été dans les profondeurs, hein. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur les deux outils. C'est pas forcément représentatif de toute la puissance des deux outils. Oui, Unicode peut faire des choses un peu mieux des fois. Mais du coup, ici, quelques points qu'on a retenus. Alors déjà, moi, de notre échange, en tout cas de notre échange et des préparatifs qu'on a fait, l'intégration avec d'autres composants, et c'est tellement plus simple sur la Power Platform, en fait. Les connecteurs, c'est incroyable. Enfin, moi, je me connecte à SharePoint, je me connecte à Dataverse, je me connecte aux 800 connecteurs qu'il y a sans rien avoir à faire, sans parler d'API, sans parler de webbook, sans ce genre de choses. Donc ça, c'est quand même un confort qui est assez bien. Et effectivement, initialement, je ne connaissais pas du tout la Power Platform, aussi bien j'avais déjà pratiqué du Unicode. Je dois admettre que le nombre d'outils, en tout cas d'extensions, au travers de la suite Office 365, on a la possibilité d'utiliser dans Power Platform est effectivement très, très appréciable. Très appréciable. Là où effectivement, à AWS, on est beaucoup plus limité dans le plugin, on l'a vu précédemment, on est obligé de faire appel à un tiers, si on veut utiliser des fonctionnalités bien avancées, en tout cas, pour réaliser toute la partie automatisation et workflow un peu plus intelligent. Mais du coup, ça pose la question aussi sur le public, parce que si tu dois faire des extensions à chaque fois avec des API, ça veut dire que potentiellement, dès que tu vas avoir des use cases un peu avancés, c'est pas le commun des mortels qui peuvent le faire. On est d'accord, il nous faut des équipes de développeurs pour développer les fonctionnalités qui ne sont pas effectivement proposées en standard. Par contre, je crois qu'au début, tu avais précisé que tu allais dire un petit mot sur quels sont les utilisateurs qui sont adressés sur Unicode, et je pense que ça, c'est un des avantages de Unicode. Là où Power Apps, c'est principalement de... Non. Alors, sur désolé, Unicode, j'essaye de donner des perches, mais... c'est gentil. Sur Unicode, pour l'utilisation de l'application, c'est bien des utilisateurs connectés. Oui, connecté, mais connecté, tu parlais de l'entreprise et que tu pouvais gérer toi-même en annuaire aussi? Alors, effectivement, je peux gérer les utilisateurs dans mon annuaire qui peut être AWS, dans l'annuaire qui peut être également dans Unicode ou dans d'autres annuaires déportés en Active Directory, sur lesquels je vais pouvoir déclarer tous ces utilisateurs afin de pouvoir interagir par ailleurs avec eux ou avec les API qui me seront exposés au travers des webhooks. Si je veux intégrer potentiellement, ces utilisateurs ne sont pas forcément dans l'entreprise. Et potentiellement, effectivement, ces utilisateurs peuvent être externes à l'entreprise. Ok, donc là où Power Apps, par contre, en tout cas la partie Canva, c'est principalement focus sur ce que je disais tout à l'heure, les utilisateurs internes de l'entreprise qui sont dans l'Active Directory. Alors bien sûr, il y a des possibilités d'ouvrir, c'est pour ça que je dis principalement. Tu me l'as fait remarquer tout à l'heure aussi, le plusieurs outils. Je te le laisse celui-là. Ok, c'est vrai qu'avec la Power Platform, c'est plein d'outils à utiliser. J'ai utilisé SharePoint, j'ai utilisé Power Apps, j'ai utilisé Power Automate. Il y en a encore plein d'autres qu'on pourrait aussi utiliser dans la vie de tous les jours quand on utilise la Power Platform. Ça peut aussi être c'est plusieurs outils à maîtriser, à comprendre à chaque fois, alors que toi, tout est dans ton interface a priori. C'est vrai que la prise en main de Unicode, c'est super rapide. On le voit, il y a une interface dans laquelle on va gérer nos tables, la création des formulaires, éventuellement l'interaction pour réaliser de l'envoi de mails ou d'autres petites automatisations, en tout cas des tâches plus simples, effectivement, que ce qu'on peut faire qu'on fait par ailleurs. Mais effectivement, la prise en main est extrêmement rapide. Extrêmement rapide, mais je pense que Power Apps, c'est quand même plus rapide à prendre en main. Enfin, les formules que tu as saisies pour. Tu parlais d'Excel, tout le monde est fluent en Excel, tu l'as dit. Tout le monde est fluent en Excel. La formule pour ton bouton, je ne suis pas sûr que ce soit de l'Excel. C'est du PowerFX. C'est l'évolution d'Excel. Ah mince. Ah, mais c'est pas le commun des mortels. Bien sûr que si. Tout le monde fait la Power Platform. Bon. Et finalement, dans le grand gagnant. Il va falloir faire un choix. Est-ce que vous avez un avis? J'ai entendu bah oui. Oui. Moi? Non, ben non. Tu peux pas dire ça. Oui, j'ai un avis. Ouais, effectivement, moi, je trouve que Power Apps c'est beaucoup plus complet parce qu'en plus, on peut avoir aussi l'interface directement avec Dataverse directement depuis l'éditeur Power Apps. On peut directement interagir avec Dataverse, on peut directement interagir avec les flux, etc. Certes, c'est des outils différents, mais on peut tout manipuler au même endroit, quoi.
Donc pour moi, ouais, Power Apps, il n'y a même pas de débat, quoi. Après, l'outil est plus jeune. Tu Ah, as annoncé 2020, c'est vrai. Il me semble que la GA Power Apps, pour ceux qui étaient là hier, vous avez retenu la date 2019. Il me semble que c'est 2018. Ah, je prends les informations qui ont été partagées hier. Alors, moi, de mon côté, ce que je vois, c'est que Honeycon ne cible pas le même type d'utilisateur que la Power Platform, Power Apps, parce que lui, Honeycode, c'est plus du no-code, vraiment, plus de la digitalisation de formulaires, alors que Power Apps, c'est de la développement d'applications, d'un côté. Pour un utilisateur qui n'a pas de background technique, Honeycode, je pense qu'en 2 heures, 3 heures, il prend la main et c'est bon, il est lancé. Alors que Power Apps, il faut quand même passer beaucoup de temps. Le code, le PowerFX que tu as fait, bon, c'est une ligne, mais pour aller plus loin, il faut vraiment s'y attacher. Et c'est là que je trouve que Honeycode, il a plutôt un marché no-code, dont des concurrents comme Hermeo, tout ça, qui sont déjà implantés sur le marché. Mais je pense pas qu'ils fassent concurrence à Power Apps. Donc, pour moi, c'est Power Apps aussi. Effectivement, on est plutôt orienté sur des formulaires, très, très clairement. Et d'ailleurs, tous les templates, ou 90% des templates qui sont proposés par Honeycode, ça reste effectivement en mode formulaire, tableau et interaction derrière. Tout à fait. Je vais te donner mon avis aussi, parce que j'aime bien de temps en temps. Je trouve que la comparaison aurait été plus correcte si tu avais pris Dataverse for Teams. Parce qu'au final, ça ressemble plus. Quand tu construis ton apps avec Dataverse for Teams, tu peux construire ta table directement dedans. Donc, tu as peut-être une comparaison. Mais de toute façon, après, l'extension Power Automate, elle sera plus simple quand même que Honeycode. Moi, après, comme tout, là, je vous conseille, il faut toujours voir les deux ensemble plutôt que l'un ou l'autre. C'est-à-dire que Honeycode, comme tu disais, peut-être qu'il y a certains scénarios no-code avec la construction du formulaire qui sont mieux. Et puis, vu qu'il y a une possibilité webhook, rien ne t'empêche de faire un Power Automate HTTP request et tu branches ton webhook et tu as accès à tous les connecteurs Power Automate. Il faut toujours garder ça en tête. Ouais, je suis d'accord. Et juste pour pas trop exploser le temps, effectivement, nous aussi, c'est surtout moi qui ai décidé. Mettez Power Apps aussi en tant que vainqueur. Mais effectivement, ce que vous avez dit est très pertinent, c'est qu'il y a une philosophie qui est pas tout à fait la même derrière. On est vraiment sur du low-code, sur du Honeycode, alors que Microsoft Power Apps et la Power Platform est plus une plateforme de développement. Donc forcément, on va pouvoir aller plus loin et donc aller plus loin dans la complexité également. Développement, mais c'est que tu codes alors. J'ai jamais dit que je codais pas. Hein. C'est pas parce que dans le low-code, il y a code. code. Hein. No code, pardon. C'est no-code, low-code. Donc dans le low-code, il y a code. Moi, j'ai mis no-code. Okay. Moi, je code. Hein. Ouais, drag and drop. Après, au bout d'un moment, moi, je les modifie même directement dans Visual Studio. Donc, je passe par là. Ce sera la dernière. Niveau cycle de vie, déploiement, etc., des applications, Power Apps, peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais on peut vraiment avoir un environnement de développement et déployer ensuite notre solution sur un environnement de test et puis de production. Honeycomb, il y a quoi Honeycode, il y a quoi là-dessus Est-ce que c'est quelque chose que tu as exploré ou pas Je crois que le temps est passé. Allez, plus le temps de répondre. Je veux dire, c'est quand même Amazon avec AWS derrière. Non, mais c'est important. Effectivement, à la différence d'Amazon, effectivement, si on connaît la plateforme cloud Amazon, là, on est vraiment décorrélé. C'est vraiment une plateforme à côté. Et effectivement, on n'a pas de notion, en tout cas, de façon simple, de gestion d'environnement. Lorsqu'on passe du dev à intégration, prod, pré-prod, effectivement, on n'a pas un cycle de vie industriel comme on pourrait l'avoir par ailleurs, très clairement. Non, mais c'est juste. Ça confirme que Power Apps gagne. Bon. Merci à vous. Merci.